Chers collègues, bienvenue. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Emmanuel Puiset-Jovin, secrétaire général aux Affaires européennes. Monsieur, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous remercions de vous être rendu disponible pour participer à cette audition. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du Consortium international de journalistes d'investigation ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour s'implanter en France, comme dans de nombreux pays, avec des véhicules de transport et chauffeurs, des VTC venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objets. D'une part, pour objet d'identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Et d'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Sans surprise, votre audition s'inscrit davantage dans cette seconde optique. Compte tenu de l'émergence des nouvelles formes de travail entraînées par l'émergence des plateformes d'emploi, notamment entre le travail indépendant et le salariat, comme le montre l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ces sujets et les discussions en cours au niveau européen sur le projet de directive relative à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs des plateformes d'emploi. Nous souhaiterions donc connaître l'état des négociations au sein de l'Union européenne sur ce projet de directive qui vient d'être amendé puis adopté par le Parlement européen, le calendrier d'examen du texte et la position de la France qui, selon la presse et certaines des auditions que nous avons pu entendre aussi au cours des dernières semaines, semblerait plutôt défavorable à la présomption de salariat réfragable pour l'ensemble des travailleurs des plateformes. Et donc à cette occasion, pourriez-vous brièvement nous rappeler le rôle du SGAE, ses relations avec la représentation permanente française à Bruxelles et le fonctionnement du trilogue entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen pour l'adoption de ce projet de directive. Enfin, répondre assez brièvement parce que je sais que c'est un sujet sur lequel on peut avoir des longs cours magistraux. Pourriez-vous également rappeler les différentes options envisagées lors de l'élaboration de ce projet de directive sur le statut des travailleurs des plateformes numériques, les choix opérés par la Commission européenne puis le Parlement européen à ce stade, et le champ d'application du texte retenu par le Parlement européen, ainsi que son contenu? Est-ce que, par exemple, toutes les plateformes numériques seraient concernées par la présomption de salariat ou seulement certaines d'entre elles? Et au-delà de la seule question du statut de l'employé des plateformes, se posent évidemment d'autres questions relatives aux droits et obligations des plateformes et de leurs employés en matière de gestion algorithmique, de transparence, de droit au recours. Pouvez-vous nous éclairer sur ces sujets? Dans le cadre de ces négociations, et nous aurons l'occasion tout à l'heure de parler avec une parlementaire européenne, avez-vous été témoin d'actions de lobbying de la part des plateformes pour orienter le choix des différents acteurs, Commission européenne, Parlement européen ou États membres? Je vous remercie d'avance pour la qualité de vos réponses. Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour vous présenter en quelques minutes et répondre à ces premières interrogations, avant d'avoir un échange avec mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais vous inviter à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Merci beaucoup de me donner l'occasion d'évoquer ce matin avec vous cette proposition de directive que vous avez mentionnée, donc sur l'amélioration de la condition des travailleurs via une plateforme. Peut-être en effet, comme vous m'y avez invité, Monsieur le Président, un mot sur le secrétariat général des affaires européennes. Je suis secrétaire général depuis le 25 juillet dernier. J'ai été nommé à ce moment-là et ai pris effectivement mes fonctions à la fin du mois d'août, donc cela fait moins d'un an. Il s'agit d'un service de la Première ministre qui est chargé de la coordination interministérielle pour les affaires européennes, ce qui permet de façon très concrète à chaque ministère, évidemment ceux qui sont plus particulièrement concernés par un texte, mais également aux autres, d'exprimer leur position sur les sujets européens, l'objectif étant de définir et d'assurer une unité, une cohérence dans les positions françaises qui sont ensuite portées par nos représentants à Bruxelles, à la représentation permanente. C'est un système qui, pour n'être pas exactement le seul à exister ainsi en Europe, n'en reste pas moins quand même assez singulier. On trouve différentes organisations dans les États membres et je dirais que la force de ce système, c'est qu'on
peut avoir grâce à cela une position interministérielle harmonisée pour les affaires européennes. Donc très concrètement, ce que fait le SGAE quotidiennement, c'est de convoquer l'interministériel dans le cadre de réunions de service, ce qui permet encore une fois à chaque position de s'exprimer. Lorsqu'il y a des différences, de trouver des arbitrages, et lorsque ces différences sont de nature politique sensible, à ce moment-là, le sujet monte au cabinet de la Première ministre à Matignon. Le SGAE a évidemment aussi une mission fondamentale de bonne diffusion de l'information sur les affaires européennes. Et à cet égard, même si c'est par définition une évidence à nos yeux, je rappelle que nous sommes à l'entière disposition des assemblées parlementaires sur l'ensemble des sujets extrêmement nombreux qui intéressent le champ d'à peu près toutes les politiques publiques que nous conduisons dans notre pays. Pour ce qui concerne le suivi de cette proposition de texte, qu'est la directive sur les travailleurs de plateforme, peut-être effectivement revenir à la manière dont les choses se sont passées très concrètement en termes calendaires. La Commission a adopté sa proposition le 9 décembre 2021 dans le cadre des procédures prévues par les traités. C'est une décision de nature politique prise par l'ensemble du collège des 27 commissaires qui adoptent le sujet, même si ce sujet est plus particulièrement porté par un commissaire chargé du dossier, M. Schmitt. Et une fois que cette proposition est adoptée, elle est ensuite adressée aux deux co-législateurs, que sont d'un côté le Parlement européen et de l'autre le Conseil de l'Union européenne. Et chacune de ces assemblées se met à travailler sur le texte dans leurs enceintes respectives afin de définir une position. Et on y reviendra dans le détail, mais en effet, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, le Parlement européen a adopté sa position à la faveur de la plénière de Strasbourg qui s'est tenue donc au mois de février. Le Conseil n'y est pas encore parvenu. Il était sur le point d'y parvenir en décembre dernier, mais ça n'a pas été possible. J'y reviendrai. Dans ce contexte-là, comme je le disais, donc le rôle du SGAE, c'est de travailler à la coordination des positions qu'ensuite nos représentants à la représentation permanente vont porter dans les enceintes du Conseil. Les enceintes du Conseil, c'est trois choses. C'est le groupe de travail, ce qu'on appelle en l'espèce le groupe des questions sociales, GQS. Ensuite, le COREPER. Le COREPER qui est donc le comité des représentants permanents qui comporte deux parties, ce genre pas dans tous les détails, mais où au niveau des ambassadeurs ou des représentants permanents adjoints, les textes sont évoqués et où donc les sujets les plus pointus, les plus difficiles, qui n'ont pas pu être résolus au niveau du groupe de travail sont traités, avant qu'on passe au troisième niveau, qui est le niveau proprement ministériel, dans le cadre de ce qu'on appelle, en l'occurrence, le conseil EPSCO. EPSCO, ce sigle voulant dire emploi, protection sociale, protection des consommateurs. Donc c'est le conseil. Le conseil a 10 formations, il est unique, il y a 10 formations, il y en a une qui s'occupe des questions sociales, il s'appelle le conseil EPSCO. Alors la particularité concernant ce texte, c'est qu'au moment même où la Commission a proposé son texte, nous étions sur le point d'entrer en présidence française, au 1er janvier 2022. Et donc nous étions dans une situation évidemment singulière, puisque lorsqu'on est en présidence, ce qui se passe, c'est que le pays de la présidence, il est dans une situation où il n'est pas là pour exprimer ses positions nationales. Il a un devoir d'impartialité qui fait qu'il doit trouver les éléments de compromis, instruire les dossiers, afin qu'une position du Conseil puisse ensuite être définie. Et c'est donc ce que nous avons clairement fait sous présidence française pendant tout le premier semestre 2022, en instruisant ce texte. J'y reviendrai, mais il y a eu plusieurs groupes de travail qui se sont tenus sous présidence française, de sorte que nous avons pu transmettre une copie, si vous me permettez de le dire de cette manière-là, avec déjà un premier examen du texte à la République tchèque, qui a pris le relais de la présidence à compter du 1er juillet 2022. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le Parlement européen a trouvé sa position le 2 février. Il attend désormais en quelque sorte le Conseil. Ça ne se passe pas toujours dans cet ordre-là, mais là, il est vrai que le Parlement européen est allé plus vite que le Conseil, parce que nous avons tenté de trouver un accord au Conseil EPSCO de décembre dernier. Nous étions sur le point de trouver un accord. Je n'ai pas précisé qu'au Conseil, ce texte est régi par la majorité qualifiée. Donc la majorité qualifiée, cela veut dire que, évidemment, un État tout seul ne peut rien bloquer.
Ce n'est pas de l'unanimité, comme ça existe encore au plan européen, par exemple en matière fiscale ou en matière de politique étrangère. C'est de la majorité qualifiée, donc il faut construire une majorité qualifiée pour arriver à trouver une masse critique. La majorité qualifiée, dans les traités européens, pour être très précis, il y a deux critères. Il faut que cela concerne 55% des États membres, c'est-à-dire 15 États en gros sur 27, représentant eux-mêmes 65% de la population. C'est cela la majorité qualifiée au sens des traités. C'est le système qui existe depuis le traité de Lisbonne. Et à l'inverse, lorsque vous voulez tenter de bloquer le texte, parce qu'il ne vous satisfait pas, vous devez chercher ce qu'on appelle une minorité de blocage qui empêche d'atteindre ce seuil de la majorité qualifiée. On était sur le point d'aboutir en décembre, mais ça n'a pas été possible. Et donc c'est ce que la présidence désormais suédoise va tenter de faire au cours de ce semestre. Donc voilà où nous en sommes pour dire les choses. Donc les négociations avec le Parlement européen, elles doivent évidemment s'engager, mais elles ne peuvent pas s'engager avant que le Conseil n'ait arrêté sa propre position. Vous dire quand précisément cela interviendra, ça dépend du Conseil, de sa capacité à trouver un accord. Selon toute vraisemblance, c'est quelque chose qui se produira sous présidence espagnole, je pense, c'est-à-dire à compter du 1er juillet 22. Mais sans doute y reviendra-t-on pendant l'échange. Sur le fond de la directive maintenant, cette proposition de texte, elle a un objectif qui est très clair, qui est d'améliorer les conditions de travail et les droits sociaux des travailleurs exerçant par l'intermédiaire de plateformes en ligne. La France souscrit pleinement à cet objectif. Afin de protéger les faux indépendants, c'est-à-dire ceux qui sont formellement indépendants, mais qui ne le sont pas réellement, distinction qui, à mon avis, est très importante, la Commission propose dans son texte, comme vous l'aurez vu, plus particulièrement dans son chapitre 2 et ses articles 3, 4 et 5, une présomption réfragable de salariat, donc qui peut être remise en cause ultérieurement, cette présomption étant établie sur la base d'une liste de critères expressément prévus. Et sur ce sujet, la position de la France est claire. Nous voulons disposer des bons critères qui permettent de définir pour chaque personne la réalité de son lien d'emploi. On part en effet sur ces sujets de situations très hétérogènes, à la fois pour les personnes qui sont amenées à travailler via les plateformes, mais aussi au regard de la grande variété de plateformes qui fonctionnent chacune de manière différente. Et pour répondre à votre question, Monsieur le Président, le champ d'application est très large dans ce texte. Il est extrêmement large. Et donc, très concrètement, cela veut dire que face à cette hétérogénéité de situation, vous avez des cas de figure différents, des degrés d'ailleurs de dépendance des travailleurs aux plateformes eux-mêmes extrêmement différents. Et donc, pour nous, l'objectif, c'est vraiment de ne pas passer à côté de cette diversité-là, de la prendre pleinement en considération et d'en tirer les conséquences au plan du droit, au plan de la norme. Très concrètement, ça veut dire, pour nous, que l'enjeu fondamental de cette proposition, c'est de trouver le juste équilibre entre deux préoccupations qui doivent être traitées ensemble. Protéger les faux indépendants, comme je l'ai dit, c'est-à-dire ceux des travailleurs de plateforme qui, en raison de la réalité de leur lien d'emploi avec la plateforme, doivent être qualifiés de salariés et donc bénéficier de l'ensemble des droits et de la protection sociale afférente à ce statut, et dans le même temps préserver les vrais indépendants, pour qu'ils puissent continuer à le rester, comme ils sont d'ailleurs nombreux à le souhaiter, tout en veillant naturellement, parce qu'évidemment il ne faut pas être binaire dans le raisonnement, encore moins manichéen, si vous me permettez l'expression, tout en veillant aussi à renforcer également leurs droits. On peut faire des choses au plan européen, la directive, je vais y revenir, le fait. On peut faire évidemment beaucoup de choses aussi au plan national, et je crois, même si je suis moins bien placé dans mes fonctions actuelles pour en parler, je crois que c'est le cas. Donc tenir cet équilibre, c'est le cœur de la position française que nous portons. Et si nous faisons cela, c'est aussi parce que, bien sûr, nous sommes attachés à ce que nous avons porté au niveau national dans le cadre de la négociation collective, du dialogue social, qui a produit un certain nombre de résultats, y compris récemment d'ailleurs, puissent continuer à se faire. Au-delà, la proposition de la Commission prévoit d'autres dispositions qui mettent en place un socle de droit minimal pour tous les travailleurs de plateforme, je dis bien tous les travailleurs de plateforme, indépendamment donc de la qualification de leur lien d'emploi, sur la gestion algorithmique
par exemple, point extrêmement important, et là on y est presque au Conseil, pour dire les choses, on a bien avancé là-dessus. Sur la question de la transparence, les travailleurs sont souvent en situation d'asymétrie d'information par rapport à la plateforme, de toute évidence. Il y a des déséquilibres que là, il faut pouvoir corriger, notamment du fait de la gestion algorithmique. Donc il y a des règles posées par cette directive qui vont dans le bon sens. Il y a des exigences de traçabilité aussi qui sont prévues. Il y a des exigences de protection des données. Il faut que ce texte-là travaille bien à faire en sorte que les données personnelles soient clairement respectées. Cela semble aller de soi, mais il faut expressément le préciser. Et puis, il y a des droits des travailleurs qui sont renforcés, notamment en matière de droit de recours. On souscrit pleinement à ces différents éléments et à ces nouveaux droits. Donc, encore une fois, l'objectif de ce texte, de notre point de vue, est bien d'améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs des plateformes. Et c'est dans cet état d'esprit que nous abordons ce texte. Et ça me permet peut-être de clarifier d'entrée de jeu un point important à nos yeux sur la lecture que nous faisons de la position de la Commission européenne. Je pense que vous allez l'auditionner aussi le moment venu, donc évidemment elle vous dira de cela mieux que moi, mais dans la lecture que nous faisons, non seulement de sa proposition de directive de décembre 2021, mais aussi de l'ensemble des textes qui l'ont accompagné, et en particulier une communication à nos yeux très importante qui fait le point d'ensemble sur la problématique, la Commission européenne, elle cherche vraiment à améliorer la situation de tous les travailleurs. Les faux indépendants, bien évidemment, j'en ai parlé, c'est le cœur des négociations en cours au Conseil, mais aussi ceux qui sont réellement indépendants, ce qui ressort assez clairement de la communication que j'évoquais il y a un instant. Pour le dire en d'autres termes, la Commission, je pense, ne privilégie pas un statut par rapport à un autre. Son objectif, en revanche, est de s'assurer que ces statuts correspondent bien à la réalité de ces situations. Et elle a produit des chiffres intéressants. Elle dit qu'aujourd'hui, vous les connaissez sans doute, il y a 28 millions de travailleurs dans l'Union européenne. Et elle dit que si son texte trouve à s'appliquer, ce sont jusqu'à potentiellement 5,5 millions d'entre eux qui seraient susceptibles d'être concernés en étant aujourd'hui des faux indépendants. Donc, il ne me revient évidemment pas de commenter la pertinence de ce chiffre, mais simplement d'indiquer que même en prenant le chiffre de la Commission, on voit qu'il resterait quand même un nombre significatif de travailleurs indépendants dont le bien fondé n'est pas contesté par la Commission européenne. Et ce que je voulais aussi dire très rapidement, c'est qu'il faut, je crois, rester conscient du fait que même si une norme européenne, et c'est l'objet même de cette proposition de texte, peut apporter de la clarté, de la sécurité juridique utile, le rôle du juge restera toujours important, nous le savons bien. La règle ne pourra pas appréhender tous les cas. C'est en tout cas ce que nous tirons de notre expérience au plan national, en constatant le rôle majeur de la jurisprudence de la Cour de cassation, une jurisprudence désormais bien établie depuis plusieurs décennies, récemment encore rappelée en janvier dernier, sur le fameux triptyque de ce qu'est le lien de subordination, direction, contrôle, sanction. Mais j'imagine que là aussi d'autres personnes mieux qualifiées que moi, notamment la Direction générale du travail, vous en a parlé de façon plus explicite. Donc voilà, en propos liminaire, Monsieur le Président, ce que je pouvais vous dire pour expliciter tout à la fois le rôle qui est le nôtre en tant que SGE, coordonner les positions de la France, vous dire la position de la France et l'état d'esprit dans lequel nous sommes, qui est un état d'esprit constructif en vue de parvenir à un accord sur ce texte, et l'état de la négociation où il en est aujourd'hui au sein du Conseil. Je m'arrête peut-être là, sans vouloir être trop long. Merci beaucoup. Avant de me tourner vers la rapporteure et notre collègue, une question sur le calendrier. Donc, on est sous la présidence suédoise. Est-ce que vous pensez qu'on aboutira sous cette présidence? Quelles sont vos perspectives? Alors, pour être très précis, aujourd'hui, vous avez eu 15 groupes de travail, si on prend l'ensemble des groupes de travail depuis le début des travaux. 7 sous présidence française, 5 sous présidence tchèque et 2, pour l'instant, sous présidence suédoise. La présidence suédoise, et un qui s'est tenu il y a quelques jours d'ailleurs, la présidence suédoise, son intention, c'est de pouvoir monter, comme on dit, au Conseil EPSCO de juin prochain pour pouvoir arrêter ce qu'on appelle un accord politique, une orientation générale qui permettrait de consolider la position du Conseil, et ce qui permettrait ensuite de passer le relais à la présidence espagnole,
qui du coup pourrait, puisque le Parlement s'est prononcé en février, engager rapidement ce qu'on appelle les trilogues. Pardon, je n'ai pas été suffisamment précis à ce sujet. Les trilogues, c'est l'enceinte de négociation. Pourquoi trilogue? Parce que vous avez les deux colégislateurs, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne. La Commission européenne, vous savez, dans le système européen, elle a un rôle fondamental. C'est elle qui détient, comme on dit, le monopole de l'initiative. Aucune autre institution, au regard des traités, tout ça est parfaitement fondé en droit, au regard des traités, elle a ce monopole de l'initiative, et donc du coup il est fondamental qu'elle soit toujours présente. Donc trilogue parce qu'il y a trois acteurs fondamentaux. Et en réalité, ces trilogues se réunissent autant de fois que nécessaire pour rapprocher petit à petit les positions des deux colégislateurs, avec la Commission qui joue son rôle de modératrice, si je peux le dire de cette manière, auteur de l'acte bien sûr et modératrice, facilitatrice, et on en tient autant qu'il le faut jusqu'à ce que le compromis soit obtenu. Très pratiquement, là, pour vous répondre, si on arrive à avoir un accord au Conseil de juin, il sera donc possible d'engager les trilogues dans la foulée. Nous aurons toute la présidence espagnole pour y parvenir. Donc je pense que c'est, en termes calendaires, c'est possible. Évidemment, après, ça dépendra de la volonté des deux colégislateurs d'entrer dans la logique de compromis pour rapprocher les points de vue et dans une logique où on veut trouver un accord de concert. Si on devait ne pas y arriver sous présidence espagnole, il nous resterait quelques mois sous présidence belge, puisqu'après, du fait des élections au Parlement européen, bien sûr, les travaux au Parlement européen s'achèveront. Alors, il n'y a pas de date précise, mais l'usage, normalement, c'est qu'il s'achève à la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Donc on a une fenêtre qui n'est pas longue, mais qui est suffisante pour qu'on aboutisse, je pense. Juste une autre question. Quelles sont les forces en présence parmi les États? Vous nous l'avez dit un petit peu dans le document que vous avez transmis, mais qui sont les États notamment les plus impliqués dans un sens ou dans l'autre dans ce débat sur la présomption de salariat? Alors, en réalité, sur ces questions sociales en général, et notre texte n'y échappe pas, les États abordent souvent les négociations, c'est normal, me direz-vous, à partir de ce qu'ils sont et donc de leur propre législation. Nous n'échappons d'ailleurs pas nous-mêmes, France, à la règle, puisque nous avons un corpus juridique que vous connaissez. Et donc, c'est par rapport à cela que les États se situent. Premier élément. Deuxième élément, qui est important, je pense, à comprendre aussi en termes de psychologie des États, c'est que les sensibilités sur les questions sociales sont très diverses au sein du Conseil sur ces questions. Vous avez des pays qui ne souhaitent pas nécessairement qu'une norme européenne se traduise par des règles mieux-disantes, typiquement. Vous avez des pays qui, à l'inverse, poussent plutôt pour l'inverse. Je crois que notre pays fait clairement partie de cette catégorie-là. Quand on a mis beaucoup d'énergie et de capital politique pour y arriver sur l'accord, pour la première fois dans l'histoire de l'Union, pour avoir un cadre sur les salaires minimaux, chose qu'on a obtenue sous présidence française, c'était parce qu'on était convaincu qu'il fallait absolument renforcer les standards européens. Et puis vous avez une autre catégorie de pays qui ont des spécificités telles au plan national, du fait par exemple de la place de la négociation collective, je pense notamment à beaucoup de pays du Nord, qui sont toujours interrogatifs en fait quand l'Europe commence à se mêler de questions sociales. S'agissant de ce texte, c'est aussi un petit peu ça que l'on retrouve. Donc évidemment des pays qui ont dans leur système national le principe de la présomption de salariat posé, l'Espagne par exemple, sont très allants sur ce texte. À l'inverse, d'autres États qui n'ont pas ce même dispositif-là sont soucieux de faire en sorte que ce principe de présomption de salariat n'empêche pas de préserver les vrais indépendants et permettent d'avoir une logique où, encore une fois, on arrive à embrasser la diversité des situations. Mais au-delà de ces différences, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a aucun État au sein du Conseil qui souhaite une requalification automatique, une présomption automatique. Je crois que ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Le débat, et pourquoi ça n'a pas marché en décembre dernier, c'était sur la question des critères. Personne ne remettait en cause le besoin de critères. C'était simplement la pondération des critères, leur contenu exact, le nombre de critères qu'il faut satisfaire pour pouvoir basculer dans la catégorie de la présomption de salariat qui posait question. Il y avait plus, pour le dire différemment, me semble-t-il, dans mon appréciation des choses, des différences de degré que de nature entre les États. Et c'est ça qui nous laisse penser aussi, je reviens à la question précédente, que normalement un accord devrait être possible, puisque nous n'étions pas loin du compromis en décembre.
Bonjour et merci déjà pour vos premières explications. Donc, vous imaginez bien que hier soir à 22h30, lorsque nous avons reçu l'ensemble de vos documents ayant été en séance jusqu'à minuit, je n'ai pu avoir le temps de toutes les étudier avec la minutie que cela nécessiterait. Néanmoins, je vous remercie de nous avoir transmis. Plutôt aurait été pratique. Plusieurs questions. D'abord, vous dites que le rôle du SGAE est notamment de diffuser de la bonne information, et notamment de la bonne information aux parlementaires sur l'ensemble des sujets qui sont à ce moment-là négociés au niveau européen. Dans une question d'actualité au gouvernement, à l'intention de M. Dussopt, je l'ai interpellé sur la position de la France concernant la directive européenne de présomption de salariat, afin que cette position de la France puisse être rendue publique, et également afin qu'elle puisse faire l'objet d'une discussion et d'un débat dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, assortie d'un vote. Question à laquelle, pour l'instant, le ministre n'a pas répondu, ni lors de cette question orale, ni dans la question écrite que nous lui avons formulée à ce sujet. Que pensez-vous justement de la nécessité que l'Assemblée nationale puisse aussi débattre, puisque votre rôle est de garantir, comme vous l'avez dit, une bonne diffusion de l'information à l'ensemble des parlementaires. Deuxième question, vous dites qu'aucun État ne souhaite une présomption automatique. C'est pour autant la position du Parlement européen. Le Parlement européen a bien, dans sa préconisation, puisqu'il ne décide pas seul de la directive, mais dans sa recommandation et la base sur laquelle le Parlement européen négociera dans le cadre du trilogue, eh bien la présomption automatique de salariat. Je ne comprends pas, pouvez-vous nous repréciser et nous confirmer donc que la France est donc opposée à cela? Or, quand vous dites que les États s'en réfèrent à leur propre législation, de fait, en France, le Code du travail est quand même assez clair sur les liens de subordination et la façon de les caractériser, ce qui nous a amené, que ce soit dans les décisions des prud'hommes ou des cours de cassation que vous avez d'ailleurs rappelé, à donner des éléments quand même très clairs sur le fait que qu'il s'agisse par exemple des chauffeurs VTC ou des livreurs, qui sont quand même les deux corps qui englobent l'écrasante majorité des travailleurs des plateformes aujourd'hui, eh bien, ils devraient être sujets à la présomption de salariat, à la requalification, pardon, en salariat. Dernière question, j'en aurai d'autres par la suite. Vous dites que pour la Commission européenne, elle estime à 28 millions le nombre de travailleurs dans l'Union européenne, mais seulement à 5,5 millions le nombre de faux indépendants. Selon vous, pouvez-vous nous donner des exemples en France de travailleurs des plateformes qui ne devraient pas être qualifiés en salariés, qui ne devraient pas être considérés comme des faux indépendants? Pardon. Sur le rôle du SGAE, comme je l'ai dit, effectivement, nous sommes totalement à votre disposition sur ce texte-là, sur tous les textes par définition, pour vous éclairer de la manière la plus claire possible sur l'état des choses, l'état des négociations à Bruxelles. Quant à la question que vous posez spécifiquement d'un débat dans l'Assemblée nationale, évidemment, c'est un sujet qui me dépasse, vous le comprendrez. Je pense que vous faites référence à la possibilité d'un débat à article 50-1. C'est un sujet de nature évidemment très politique qui me dépasse. Moi, je peux simplement vous dire, à la place qui est la mienne, que, encore une fois, nous sommes à votre entière disposition pour vous apporter tout élément d'information que vous pourriez souhaiter sur l'état de cette négociation. Sur votre deuxième question relative à la présomption automatique, la position du Parlement européen, en effet, nous en avons pris connaissance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas quelque chose que pour l'instant, qui s'est invité dans les débats au Conseil, puisque ce dernier essaye de trouver une position, et ça n'est qu'après que les négociations auront lieu avec le Parlement européen. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est une différence importante, je crois,
avec une posture très forte de la part du Parlement européen sur ce sujet, qui ne décide pas seul, mais qui évidemment est souverain par définition sur ses propres positions. Et donc ça fera, je pense, partie des discussions importantes lors des fameux trilogues qui auront lieu, selon l'hypothèse que j'émettais tout à l'heure, sous présidence espagnole. Sur le fond de la présomption automatique, évidemment, ce ne sont que quelques premières interrogations. Là où on peut s'interroger, me semble-t-il, c'est sur le point de savoir si l'automaticité de la présomption, qui se caractérise, si j'ai bien compris la position du Parlement européen, par la suppression de tous les critères, et qui a donc mécaniquement pour effet de faire basculer tous les travailleurs dans la présomption de salariat, est-ce que, en tout cas je pense qu'au Conseil, ces questions viendront ainsi, quand il s'agira de préparer les discussions avec le Parlement européen, est-ce qu'avec cette approche-là, on est sûr d'atteindre l'objectif de sécurité juridique de ce texte? Puisque si vous n'avez pas de critères que vous posez dans la directive, alors après il y a un débat sur les critères, c'est tout le débat au Conseil, mais si vous n'avez pas de critères, comment va-t-on faire? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on ne risque pas de renvoyer encore plus au juge le soin de trancher les questions qui ne manqueront pas de se poser? Et du coup, le juge le fera sans être nécessairement guidé par la norme, puisque la norme n'aura pas exempté, a priori, défini les critères. Et donc, autre interrogation, est-ce qu'on ne risque pas, encore une fois, ce sont de simples questions de mon côté, mais pour avoir ce débat avec vous, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans une situation qui n'est pas forcément celle que l'on vise au départ, de fragmentation, en fait, au sein des États membres? Parce que ce que le juge slovaque va dire ne sera pas forcément ce que le juge finlandais dirait. Nous avons une proposition de directive qui essaye de dire, pour la première fois, il nous faut de la norme européenne. Bien sûr, je l'ai dit moi-même dans mon propos liminaire, il y aura toujours de la jurisprudence, bien évidemment. Dans le système français, nous y sommes très attachés, comme vous le savez. Mais l'objectif de cette norme, c'est de parvenir à une harmonisation. Elle est minimale, comme on dit juridiquement, parce que ça, ce sont les traités, article 153 du traité, elle est minimale, l'harmonisation. Mais nous voulons cette harmonisation. Si vous n'avez plus de critères dans le texte, est-ce que cet objectif d'harmonisation minimale, donc de sécurité juridique, on ne risque pas de le perdre un peu? C'est une interrogation que je me pose et dont je pense qu'elle se posera dans les débats qui viendront au Conseil. Ce qui sera, à mon avis, intéressant, c'est de savoir comment la Commission européenne se positionne par rapport à cela. Est-ce qu'elle pense qu'en l'absence de critères, encore une fois, elle a un rôle très puissant dans le système, elle pense que c'est viable ou pas. Voilà, en réaction première à ce point. Et par ailleurs, alors sur la question plus nationale, là, moi, ça, je ne peux pas vous dire, à la place qui est la mienne, exactement ce qu'il en est. En revanche, on peut poser la question à nos collègues d'autres administrations qui sont plus à même que moi de vous répondre, hein, sur ceux des secteurs qui seraient plus particulièrement concernés par la présomption de salariat. Je suis désolé, pardon. Oui, néanmoins, votre réponse me laisse sur ma faim, parce que, en fait, la directive européenne, telle que proposée par le Parlement européen, par la présomption réfragable de salariat, dit la chose suivante, finalement. Les travailleurs sont dans un rapport de subordination vis-à-vis des plateformes, donc ils doivent être requalifiés en salariés, et aux plateformes d'apporter la preuve, la démonstration, s'il s'agit, selon elles, de vrais indépendants. Donc, je ne vois pas en quoi il y aurait une fragilisation juridique. Au contraire, je pense que c'est, enfin, ça n'est plus aux travailleurs de faire des démarches individuelles, aux prud'hommes, ou bien à nos administrations de faire les démarches. Et on a pu voir dans les auditions, notamment de la Direction générale du travail, à quel point c'était extrêmement long, à quel point c'était chronophage, à quel point notre administration était totalement sous-dotée en termes de moyens humains pour garantir l'état de droit concernant notre code du travail vis-à-vis des plateformes. Alors que juridiquement, lorsque les décisions viennent enfin à aboutir, elles sont clairement sur la présomption de salariat. Donc, je pense qu'au contraire, la France s'honorerait d'être en cohérence avec son droit de défendre cela. Une autre question à vous poser. Là, vous avez pu, et on a compris que la position de la France est totalement en désaccord à cet instant T de celle du Parlement européen.
hein, sur la présomption automatique de salariat. Mais quels sont les points de divergence du gouvernement français avec la position de la Commission telle que proposée en décembre 2021 ? Et dans les positions discutées au Conseil, est-il vrai que que la France défendrait une position en faveur de clauses suspensives et d'une exemption de la directive par les États membres dans certains cas? Car ce que je comprends, et puis dernière question, sur l'ensemble de ces débats, avez-vous été témoin, parce que je pense que c'est la question qui vous a été posée par le président auquel vous n'avez pas répondu, avez-vous été témoin d'actions de lobbying de la part d'Uber ou d'autres plateformes dont on sait pertinemment qu'elles sont radicalement opposées à la présomption de salariat, à la présomption automatique de salariat, qu'elles militent pour l'instauration d'un tiers statut, c'est-à-dire dire bon bah ok, on accepte un cadre de dialogue social, on accepte des engagements des plateformes sur certains droits, mais pour que définitivement les travailleurs des plateformes soient considérés comme dans une relation commerciale avec les plateformes et donc exclus de toute requalification possible en salariat. Donc, avez-vous été témoin de lobby des plateformes là-dessus? Mais vraiment, ce qui me semble important, c'est de savoir ici aussi quelle est la divergence entre la position de la France et la Commission. Et est-ce que la France défend les clauses suspensives et une exemption de la directive pour les États membres dans certains cas? Merci beaucoup. Permettez-moi juste de revenir sur ce que vous disiez de la position de la France par rapport au Parlement européen. Je n'exprime pas une position de la France. J'essayais simplement de présenter devant vous le type de questions que cela susciterait au Conseil, compte tenu de là où est le Conseil, où le débat au Conseil n'est pas faut-il des critères ou pas, chacun convenant de ce qu'il en faut, mais quels critères? Quels sont ces critères? Donc je pense que le Parlement européen, qui encore une fois est parfaitement dans son droit, évidemment, de le proposer, qui lui dit il ne faut plus de critères, je pense que ça va susciter ces interrogations-là et ça fera partie, à mon sens, des éléments de compromis délicats. C'est déjà délicat au Conseil pour simplement trouver les bons critères, donc ce sera un élément de la négociation, je pense, très, très redoutable. Je n'exprimais pas du tout une position de la France là-dessus, pour la bonne et simple raison que, encore une fois, pour l'instant, nous sommes au Conseil, nous essayons de trouver un accord au Conseil, et c'est déjà pas simple, et nous ne sommes pas du tout encore en train d'examiner la proposition du Parlement européen, même si, évidemment, nous sommes par définition toujours attentifs aussi à ce qui se passe du côté du Parlement européen. C'était juste pour bien clarifier les choses. Sur le point, la question que vous posez par rapport à la position de la Commission européenne, nous, en fait, ce qu'on cherche vraiment à faire depuis le début dans cette négociation, pas pendant les 6 mois de présidence où là nous étions impartiaux, mais depuis le 1er juillet, c'est vraiment de trouver les bons critères. C'est vraiment d'arriver à voir quels sont les bons critères pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas... Parce que je reprends cette summa divisio qui caractérise vraiment notre approche. Autant nous partageons tout à fait l'idée que lorsqu'il y a des dérives, il faut les traiter. C'est le cas des faux indépendants. Je vous rejoins tout à fait quand vous dites qu'il y a une asymétrie entre l'employeur d'un côté et le faux indépendant de l'autre. Et c'est l'objet de ce texte que de travailler à faire en sorte que ces asymétries-là, que ces déséquilibres puissent être corrigés. Je pense que c'est très utile qu'on ait une norme européenne en la matière. Je dis bien européenne. Européenne pas simplement parce que c'est utile que chaque pays européen se dote de cela, mais aussi parce que parfois la plateforme elle est dans un pays X et le travailleur est dans un pays Y. Donc ça c'est très important. Le point de difficulté au Conseil, mais qui n'est pas propre à la France, qui n'est pas du tout propre à la France, c'est arriver à trouver la bonne pondération des critères, le bon nombre, combien en faut-il. La Commission en avait proposé 5 au départ en disant que 2, dès lors que 2 seraient satisfaits, ça suffirait à considérer qu'on a présomption de salariat. Dans la proposition de la Commission, 5 critères, et la Commission disait si 2 des critères sont satisfaits, alors ça suffit
à ce qu'on puisse estimer en droit qu'on est en situation de présomption de salariat. Et c'est ça qui fait l'objet de tous les débats. Est-ce que les critères sont suffisamment fins, autrement dit suffisamment différenciants, pour qu'on ait la certitude qu'on n'embarque pas aussi de vrais indépendants? Le critère de la supervision, par exemple, de l'exécution du travail. Le critère de la supervision, évidemment que quand vous avez une relation entre un employeur et un faux indépendant, donc en fait quelqu'un qui devrait être requalifié de salarié, évidemment qu'il y a une supervision. Par définition, il y a une supervision. Le triptyque, je le rappelais tout à l'heure, on contrôle, on donne des directives, on dirige, excusez-moi, donc on donne des directives et des instructions, on contrôle l'exécution, et troisième volet, on sanctionne les manquements. Voilà. Donc il y a évidemment une supervision dans cette relation-là. Mais avec un vrai indépendant, il y a aussi une supervision, forcément. La plateforme, elle est soucieuse de faire en sorte aussi que le vrai indépendant s'accomplisse de sa prestation dans des conditions qui satisfassent in fine le client. Donc il y a aussi une forme de supervision. Donc on voit bien que ce seul critère de la supervision, il n'est peut-être pas, en tout cas à lui seul, suffisamment différenciant pour qu'on arrive à faire le départ entre les deux catégories. Et donc c'est tout ce travail-là. Donc pour vous répondre, par rapport à la proposition de la Commission, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est ce travail extrêmement fin de différenciation des critères. Et permettez-moi d'y insister, ce n'est pas la France seule. Si c'était la France seule, il y a bien longtemps qu'on aurait trouvé un accord, puisque je vous rappelais la règle de la majorité qualifiée tout à l'heure. Bien sûr, notre pays pèse fortement à Bruxelles, parce que nous sommes un grand pays. Je vous ai rappelé concrètement ce que voulait dire la majorité qualifiée, mais à nous seuls, nous ne pouvons rien bloquer. Donc c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'États membres aussi qui pensent comme nous, parfois encore plus loin d'ailleurs que nous, par rapport à ce texte, que la discussion se noue là-dessus. Pour ce qui est des autres dispositions, pour vous répondre vraiment précisément, pour ce qui est des autres dispositions de la Commission, sur la gestion algorithmique, sur les droits de recours, sur le fait de garantir que les bonnes informations soient transmises aux travailleurs, et d'ailleurs ces chapitres-là sont quasiment clos au Conseil, ça nous sommes totalement alignés. Donc le cœur de la discussion, c'est vraiment là, mais peut-être aussi un élément important d'information à vous donner. Je ne veux pas parler pour la Commission, mais le 8 décembre dernier au Conseil EBSCO, quand nous étions sur le point d'avoir un accord, la Commission prenait l'accord. La Commission était d'accord avec le texte de compromis qui était sur la table. C'était un texte de compromis pour rapprocher les points de vue. Elle le prenait. Cet accord. Ça, c'est important comme point. Quand on sait le poids de la Commission dans le système européen, encore une fois, auteur de l'acte, c'est important. Je ne suis pas clair, pardon, je peux préciser si vous voulez. La Commission fait une proposition. Elle est discutée, elle est négociée, elle est amendée. Sur la question des critères, les choses ont évolué. Et à la fin, il y a un compromis. Comme toujours, la présidence en exercice, à ce moment-là, la présidence tchèque, se tourne vers la Commission pour lui demander, est-ce que, Commission, vous êtes en capacité de marquer votre accord sur ce texte de compromis? Si elle dit non, évidemment, ça a un poids considérable. Tout le monde s'interroge en disant, mais tiens, la Commission, qu'est-elle en train de nous dire? Est-elle en train de nous envoyer implicitement le message qu'on est en train de diluer son texte trop que... Elle a répondu qu'elle prenait le compromis. Voilà, donc c'était pas sa proposition de départ, bien sûr, mais elle prenait ce compromis-là. Donc ça veut dire que chacun dans le système, et c'est normal, chacun dans le système fait un effort de convergence. Chacun le fait. Les institutions européennes, la Commission, le Parlement européen le fera aussi pour partie, je suppose. C'est constamment ce que nous faisons dans les négociations, dans les fameux trilogues, qui sont plutôt des enceintes efficaces. Et les États membres doivent aussi le faire. Les États membres doivent aussi le faire. Évidemment, les États membres doivent le faire. Chacun doit faire un effort. Et pardon. Alors, sur les clauses suspensives, mais je dis ça aussi sous le contrôle de mes collègues, il n'y a pas de clause suspensive dans le texte. C'est vrai que nous l'avons à un moment proposé dans la négociation, pour des raisons qui, comment dirais-je, qui tenaient au fait qu'on pensait que c'était mieux en termes de clarté et de sécurité juridique, pour ne pas introduire plus de confusion, mais cet élément-là n'a pas été introduit
à ma connaissance, dans le texte. Mais il est vrai qu'à un moment, nous l'avons proposé dans notre position. Et sur l'exemption de la directive par les États membres dans certains cas? D'exemption pour certains États membres, vous voulez dire, c'est ça? Oui. Oui, c'est-à-dire que... Alors, attendez. Une seconde, j'essaie de repréciser. Est-ce qu'il est vrai, moi j'avais entendu que la France, donc, aurait à la fois plaidé, et vous me le confirmez, en faveur de clauses suspensives et d'une exemption de la directive par les États membres dans certains cas. En gros, mais j'espère ne pas me tromper, mais en gros, considérer que, ben voilà, puisqu'en France, on a l'ARPE et qu'on a déjà un dialogue social, à ce moment-là, vu qu'on a déjà un cadre de discussion, quasi-convention collective, avec des droits accordés aux travailleurs des plateformes, eh bien, on peut être exempté de l'application de la directive concernant les travailleurs concernés par la directive. Vous comprenez? Est-ce que la France a plaidé pour cela? Oui, pardonnez-moi de ne pas avoir immédiatement saisi votre question. Alors, en effet, on a plaidé pour cela dans les cas précisément où une convention collective permettait de traiter le sujet. Je vous ai rappelé dans mon propos liminaire l'importance qu'on consacrait au dialogue social, aux conventions collectives, qui ont permis d'ailleurs d'aboutir à un certain nombre de résultats, y compris dernièrement. Et il est vrai que lorsque on est dans un tel cas de figure, on estime que, s'agissant des critères, peut-être que le critère correspondant, on ne doit pas le considérer comme, comment dirais-je, comme rempli, dès lors qu'il y a une convention collective que l'on peut mettre en regard. Pour être très concret, dans les critères dont nous parlons, vous avez notamment un critère de rémunération. Pour qu'on puisse être dans une présomption de salariat, ce critère signifie donc que la plateforme a un pouvoir de fixation de la dite rémunération de nature unilatérale. Si vous avez une convention collective par laquelle, par définition, les parties se sont mises d'accord pour convenir ensemble d'une rémunération, et je pense par exemple à l'accord récemment trouvé sur le tarif minimal de la course, 7,65 €, ce qui est une augmentation importante, 27% de plus par rapport aux pratiques des prix les plus bas. On peut trouver que ça n'est pas suffisant, mais c'est quand même une avancée. Très en deçà des tarifs moyens. Mais typiquement, ça c'est un accord collectif qui a été trouvé, et donc par définition, si un accord collectif a été trouvé sur la question de la rémunération, le critère de la rémunération au sens de la directive, eh bien, ne doit pas s'appliquer. Voilà, c'est exactement ce type de choses que l'on a porté. Maintenant, nous allons voir comment la négociation va se poursuivre. Pour les besoins de l'obtention d'un accord, nous verrons comment ça va évoluer dans la négociation. Mais si c'est ça votre point, oui, on a porté ce point au regard de l'importance que nous accordons dans notre système français aux accords collectifs. Mais c'était pas pour tenir en échec tous les critères. Ça se regarde critère par critère, évidemment, de façon très spécifique. Alors, du coup, je reviens quand même sur... pas sur la question, parce que vous m'avez dit que vous n'aviez pas les données, mais je veux que vous compreniez quand même que je suis quand même interloquée par le fait que vous ne puissiez me répondre sur des exemples de travailleurs qui ne seraient pas des faux indépendants au niveau des plateformes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais si vous n'êtes pas en capacité de me donner des estimations qui sont faites sans doute par voilà, les services notamment de la Direction générale du travail qui devraient vous être transmis, comment à ce moment-là pouvez-vous, en tant que SGAE, porter une position sur les critères si vous n'avez pas connaissance du nombre de cas concernés en France qui ne seraient pas des faux indépendants? Vous comprenez ma question? Soit vous avez des données qui permettent de justifier que la France estime
qu'on doit faire attention à ce qu'il y ait une bonne sécurisation juridique pour des travailleurs qui seraient des vrais indépendants et qui ne doivent pas être l'objet d'une requalification salariée. Et donc, il faut être très précis. Et vous l'avez dit, hein, il faut un travail extrêmement fin de différenciation des critères. Pour avoir un travail extrêmement fin de différenciation des critères, il faut, pour ce faire, avoir des données extrêmement fines sur la réalité du lien de subordination ou pas des travailleurs des plateformes. Bon, si on exclut les livreurs et les VTC dont on sait qu'ils sont dans un rapport de subordination au regard des décisions de justice portées en France, de qui, du coup, parlons-nous? Qu'est-ce qui justifie, en gros, quelle est la situation de quels travailleurs de plateforme nous parlons pour justifier la nécessité, quelque part, excusez-moi du terme, mais que la France, finalement, pour moi, hein, torpille cette directive européenne telle qu'obtenue par le Parlement européen, étant donné que là, quand vous me confirmez, la clause suspensive de l'exemption, ça veut dire que la France dit, bah, puisque nous, on a la harpe, eh bien, à ce moment-là, les critères qui pourront aboutir au niveau européen ne seront pas une norme qui s'imposera à nous, puisque nous, on a déjà réglé la question du critère de rémunération. Vous comprenez je suis très inquiète et je laisserai ensuite la parole. Voilà. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ou vous voulez d'abord aller? Peut-être juste pour compléter la question de Mme Simonet, je pense, et je serais intéressée à savoir si c'est bien l'idée que M. Puiset-Jouvin avait en tête, pour l'observer dans d'autres pays. En fait, on s'aperçoit dans d'autres pays que les taxis régulièrement enregistrés comme taxis, qui par ailleurs sont déclarés comme artisans taxis, vont sur ces plateformes et utilisent aussi ces plateformes en complément pour compléter leur activité d'artisan taxi, pour avoir plus de courses. Donc ma question, c'est est-ce que ce type de pratique répond justement à la question que vous vous posez sur les protéger, ceux qui seraient de vrais indépendants, parce que là, ce sont de vrais indépendants qui vont se greffer sur ces plateformes. C'est une observation que j'ai faite dans plusieurs pays où on trouve des plateformes de transport de ce type-là. Oui, en fait, je suis désolé de ne pas être en capacité de vous donner de données précises. On va les demander à la Direction générale du travail, mais que j'imagine vous n'avez pas manqué d'interroger aussi lorsque vous les avez auditionnés sur le sujet. La difficulté en la matière, elle tient au fait que les situations sont extrêmement variables. Extrêmement variables. On aimerait pouvoir dire qu'il y a des domaines qui, par essence, relèvent plus de la présomption de salariat que d'autres, mais ça n'est pas aussi simple que ça. Ça n'est pas aussi simple que ça parce que les situations sont extrêmement différentes. Et en effet, comme vous l'avez dit, il y a des situations dans lesquelles les travailleurs indépendants peuvent intervenir dans des logiques de recherche de revenus d'appoint pour compléter une activité où là, pour le coup, ce sont vraiment des indépendants. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, le champ est assez large, évidemment, et le point fondamental pour nous, c'est vraiment d'arriver à voir si, oui ou non, il y a subordination. C'est vraiment ça qui est fondamental pour nous. Est-ce qu'il y a subordination? Pas tenir en échec un critère avec l'objectif de le tenir en échec. Non, parce que je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Le fait qu'on ait un accord collectif qui porte sur la rémunération n'a nul effet sur les autres critères. C'est pas pour autant qu'à la fin, on ne va pas considérer qu'il n'y a pas potentiellement un faisceau d'indices nous emmenant vers une présomption de salariat. Mais ça veut dire qu'il faut regarder quand même à chaque fois ce qu'il en est pour chacun des critères. C'est ce travail fin de différenciation qu'il faut faire. Et par ailleurs, sincèrement, hein, vous dites que la France torpille cette directive. Je ne vois pas sur quel fait vous vous fondez pour dire ça, Madame la députée. On ne torpille pas cette directive. Si tel était le cas, encore une fois, par le seul effet de notre pays, nous ne parviendrions pas à bloquer ce texte. Il y a plusieurs États qui souhaitent trouver le bon équilibre. Si on avait voulu torpiller ce texte, je pense sincèrement qu'on n'aurait pas tenu 7 groupes de travail sous présidence française. Parce que, comme je vous l'ai dit, une présidence, elle est impartiale, mais elle a quand même la maîtrise de l'ordre du jour.
il nous était tout à fait loisible de faire un groupe, peut-être 2, mais pas 7. On a instruit l'intégralité du texte, qui s'est traduit par un rapport de progrès soumis au ministre compétent lors du Conseil EBSCO de juin 2022. Et ça, je peux vous assurer que quand un pays veut ne pas avancer trop sur un texte, par exemple parce qu'à titre national, ça lui pose des difficultés, comme c'est lui qui a la maîtrise de l'ordre du jour, il peut le faire. Nous avons choisi de traiter ce texte. Donc je crois, j'ai lu ça aussi, y compris dans la presse, la France cherche à diluer, cherche à torpiller, etc. Mais encore une fois, si tel était le cas, pourquoi est-ce qu'on était à ce point moteur dans la recherche du compromis pendant le second semestre 2022, y compris dans les tout derniers jours qui ont précédé l'EBSCO, le Conseil EBSCO du 8 décembre dernier. Et quand je dis moteur, on mettait des propositions sur la table, on allait voir la commission, parce que, comme je vous l'ai dit, elle est très puissante, donc si elle n'est pas d'accord, on a tous un problème collectif. Lors du Coreper du 7, là aussi, on a été force de proposition. Pendant le Conseil, nous y étions représentés par notre secrétaire d'État chargée de l'Europe, Madame Laurence Boone. On a aussi cherché à avoir un accord, et puis ça a duré toute la journée du 8. On cherchait vraiment à avoir un accord. J'appelle pas ça torpiller, j'appelle ça chercher à trouver un accord. Sincèrement. Et encore une fois, si on avait dilué le texte, je ne vois pas comment la Commission aurait pu marquer son accord sur ce texte. Alors, peut-être qu'il s'agit de torpiller le contenu de la directive de la présomption réfragable salariat du Parlement européen et de tout faire pour qu'il y ait un accord par ailleurs. Alors, à chaque fois, je me mets dedans entre le Conseil et la Commission européenne, pardon, mais qui puisse aboutir à un détricotage de cette présomption automatique en augmentant le nombre de critères afin d'inverser totalement la logique. Soit vous avez une présomption de salariat, et à ce moment-là, ça s'applique automatiquement, et c'est à la plateforme de démontrer qu'elle a affaire à des vrais indépendants, soit par l'instauration de l'ensemble des critères et l'augmentation du nombre de critères, eh bien, vous créez les conditions pour qu'il n'y ait pas de présomption de salariat automatique et que du coup, chaque travailleur se retrouve finalement à devoir démontrer qui correspond bien aux critères. Donc, de fait, je ne doute pas un seul instant, hélas, qu'une énergie ait pu être mise par la France pour atterrir à cela, c'est-à-dire torpiller celle du Parlement européen. Vous comprenez. Je trouve que la question de ma collègue est très intéressante sur la question des chauffeurs de taxi, parce que les chauffeurs de taxi, y compris en France, sont sollicités par Uber pour se mettre sur les plateformes, et que effectivement les plateformes peuvent avoir un intérêt dans la période actuelle justement de créer plus de complications pour venir à ces fins. Et je reviens toujours sur une question à laquelle vous n'avez pas répondu de Monsieur le Président. On sait que les plateformes, et Uber en premier, a toujours plaidé en faveur d'un tiers statut, qui correspond par ailleurs, je le trouve de plus en plus, à la position défendue par la France, c'est-à-dire on concède des cadres de négociation type convention collective ou comme l'ARP pour qu'il y ait à la fois un accord sur des critères de rémunération, des droits sociaux accordés pour empêcher toute requalification en salariat. Qu'avez-vous vu de ce lobbying d'Uber? Comment s'est-il exercé au niveau des institutions européennes, sachant que nous, en France, notre histoire, même si, hélas, des lois récentes l'ont remis en cause, on est sur un schéma de la hiérarchie des normes, qui fait que nous avons le socle de la loi. Aucune convention collective ne peut être en deçà de la loi, et aucun accord de branche ne peut être en deçà des conventions collectives, et aucun accord d'entreprise peut être en deçà. Bon, cette hiérarchie des normes qui était notre histoire, et là ça a été remis en cause dans des lois antérieures, mais la logique d'une norme européenne est bien d'être au-delà, enfin de pouvoir permettre d'être un socle qui fait que aucune négociation ne pèse en deçà de cette norme. Est-ce que je peux vous demander de répondre justement à cette question du rôle des plateformes dans cette négociation, et puis après on devra clore l'audition. Très rapidement, sur les 3 points que vous évoquez, vous dites que la France a torpillé la position du Parlement européen et a mis beaucoup d'activisme. Tel n'était pas le cas en décembre dernier, puisqu'il n'y avait pas encore de position du Parlement européen. Même la commission emploi, la position n'était pas prise. Et encore une fois, le sujet au Conseil aujourd'hui,
ça n'est pas la position du Parlement européen, c'est la proposition de la Commission. C'est la proposition de la Commission. Et la proposition de la Commission n'est pas une présomption automatique de salariat. J'y insiste. Ça n'est pas une peut-être que on va voir l'évolution du débat avec le Parlement européen, bien sûr. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ce sera la position du Parlement européen par définition. C'est ce qu'il a voté en plénière en février dernier. Et ce sera, je pense, l'un des éléments fondamentaux de la négociation qui aura lieu vraisemblablement au second semestre. Mais on ne peut pas nous reprocher de torpiller la position du Parlement européen, qui existe depuis peu, et d'autant moins que nous travaillons sur la base de la proposition de la Commission. Donc ça, c'est un premier point quand même qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Et vraiment, je me permets de m'inscrire en faux contre cette idée que nous chercherions à torpiller le texte, parce qu'encore une fois, si tel était le cas, nous n'aurions pas été sur le point d'avoir une majorité qualifiée. Elle était vraiment à portée de main en décembre dernier. Si nous avions poursuivi ce funeste dessein, je pense que nous aurions été isolés pour le coup. Et nous ne l'avons pas été. Parfois, je lis ça aussi, que nous avons été isolés. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Des alliés qui viennent de tous les coins de l'Europe. Il y a plusieurs catégories d'alliés. Voilà, c'est de la même manière qu'il y en a aussi qui sont sur une ligne, comment dirais-je, plus dure en la matière. C'est certain. Mais il n'y a pas de clivage, comment dirais-je, de clivage par bloc géographique. Pardonnez-moi effectivement de ne pas vous avoir répondu sur le tiers statut, donc je le fais maintenant. Cette question-là, elle n'est pas présente dans les négociations européennes. Elle n'est pas présente, cette question du tiers statut. Moi, je ne l'ai pas vue du tout apparaître, que ce soit dans les groupes de travail, en négociations au Coreper. Elle n'est pas là. La question, elle est vraiment concentrée. Sur ce dont nous parlons depuis le début de notre échange, c'est-à-dire l'architecture de cette présomption de salariat, les bons critères que l'on met en place, comment on les pondère, combien on en met. La Commission était à 5 au début, maintenant au Conseil on parle de 7. La Commission disait 2, le Conseil dit 3. Enfin, c'est les textes qui circulent en ce moment. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus que se concentre la discussion. Et par ailleurs, la question du tiers-statut, même si je ne suis pas un expert, je comprends qu'elle a pu être testée dans certains pays et qu'elle n'a pas toujours eu les effets absolument probants qu'on pouvait en escompter. Ne serait-ce que parce que ça n'a pas empêché qu'il y ait des besoins de requalification en contrat de travail. Voilà. Mais en tout cas, pour vous dire les choses très clairement, cette question n'est pas présente dans les débats européens à la faveur de la négociation de cette proposition de directive. Enfin, sur la question des plateformes, si la question est de savoir si des pressions ont été exercées pour influencer la position de la France, moi je peux vous dire tout simplement mon expérience depuis que j'ai pris mes fonctions, et je vous ai rappelé ce qu'il en était tout à l'heure, je n'ai eu aucun contact avec des plateformes, n'ai donc subi aucune forme de pression avec elles. Si la question est de savoir s'il y a des échanges avec les plateformes, là, à l'inverse, oui, il y en a. Mais les premiers à avoir eu des échanges en la matière, ce sont les institutions européennes. Ça, je ne sais pas. C'est à la Commission qu'il appartiendra de vous dire comment elle a consulté en amont. Ce que fait toujours la Commission européenne, et ce qui, je crois, est de bon sens, c'est qu'avant de proposer un texte à l'adoption formelle du Collège, c'est qu'elle consulte l'ensemble de ce qu'on appelle les parties prenantes, de manière à ce que celles-ci puissent dire leur appréciation. Il y a d'ailleurs des consultations particulières qui sont prévues dans le champ social, où les partenaires sociaux sont consultés de manière formelle. On teste toujours auprès des partenaires, enfin, la Commission teste toujours auprès des partenaires sociaux l'intérêt, le bien fondé d'avoir un texte législatif, parce que c'est pas toujours évident de le faire. Juste une question là-dessus, Ouais. mais on parle d'échanges qui sont transparents, organisés, Bien sûr, cadrés, bien etc. sûr, tout ça est transparent, tout ça est consigné généralement dans des textes par la Commission européenne qui dit voilà, j'ai fait des consultations de l'ensemble des parties prenantes. Au Parlement européen, et c'est tout à fait normal, les députés européens consultent aussi beaucoup, sont sollicités
par l'ensemble des acteurs qui viennent présenter leur position. Moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai eu aucun échange direct avec les plateformes, mais sur bien d'autres textes, les gens me sollicitent, ils viennent me voir sur tel ou tel sujet qui a une portée industrielle, une association de consommateurs parce qu'il y a un texte en regard, et c'est normal, c'est normal, c'est un travail qui consiste à faire valoir des positions. Ça n'est pas du tout c'est pas du tout la même chose que faire des pressions. Donc voilà, donc oui, il y a des échanges, et dans l'administration française, vous avez évidemment des acteurs dont le métier est d'être constamment en train de prendre le pouls de ce que pensent les entreprises. C'est normal. La direction générale des entreprises à Bercy, c'est son métier. Et je pense que c'est une bonne chose. Sinon, la norme qu'on établit, d'ailleurs c'est vrai au niveau national comme au niveau européen, risquerait d'être déconnectée de certaines réalités. Heureusement qu'on ne fait pas ça complètement en chambre, dans le confort de notre bureau du 7e arrondissement, en étant sûr d'avoir la science infuse. Heureusement que non. Donc il y a des consultations, mais ce n'est pas du tout la même chose que le point spécifique que vous indiquez sur les questions de pression. Mais pardon de ne pas y avoir répondu plus tôt, vous m'aviez interrogé, effectivement. Bien, écoutez, je crois qu'on va devoir continuer sur notre rythme d'audition de ce matin. Je vous remercie infiniment de votre disponibilité et de vos réponses. Vous nous avez déjà transmis un certain nombre de documents qui complètent beaucoup les réponses que vous nous avez apportées, mais je pense que nous aurons peut-être d'autres questions complémentaires ou demandes de documents à vous transmettre dans les prochaines semaines. Mais dans l'intervalle, je vous remercie de votre disponibilité et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci.